l'air vif de novembre remplissait mes poumons, alors que je tenais en équilibre 2 tartes à la citrouille faites maison, tout en remontant le familier chemin de pierre menant à la maison de mon enfance. Après 3 mois d'heures supplémentaires et de préparatifs de mariage, j'avais hâte de revoir tout le monde. La lumière dorée qui s'échappait des fenêtres promettait chaleur et rire à l'intérieur. Mais à l'instant où j'ai poussé cette lourde porte en chêne, la voix tranchante de ma mère, Martha, a fendu l'air parfumé à la dinde, telle une lame. « Cristal, nous devons parler du loyer d'Emma. » Maintenant. Mon père, Robert, se tenait derrière elle, les bras croisés, me barrant le chemin vers la salle à manger, où une vingtaine de proches étaient soudainement devenus silencieux, tous les regards tournés vers nous. J'ai posé délicatement les tartes sur la table de l'entrée, essayant de garder une voix stable, tandis que des membres de la famille tendaient le cou depuis la salle à manger pour assister à notre confrontation. « Maman, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière. J'ai payé le loyer d'Emma 3 fois cette année. Nathan et moi économisons pour notre mariage en juin, et je ne peux tout simplement pas continuer à subventionner son style de vie. » Le visage de ma mère est devenu cramoisi, alors qu'elle élevait la voix pour que tout le monde entende. « Un style de vie ? Ta sœur est en difficulté, et toi, tu restes là, avec ton beau salaire de directrice marketing, à planifier un mariage extravagant, alors qu'elle peut à peine se payer à manger. » Ce n'est pas vrai, et tu le sais très bien, ai-je protesté, sentant la chaleur me monter aux joues, alors que ma tante Patricia jetait un regard curieux depuis le coin, accompagnée de plusieurs cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Martha s'est tournée vers la salle à manger, s'adressant directement à notre public. Tout le monde devrait savoir que Cristal gagne 78 000 $ par an. 78 000 $. Et elle ne peut pas se permettre de donner 800 $ par mois pour aider sa petite sœur à garder un toit sur la tête. Des hoquets de surprise ont résonné dans l'autre pièce. Ma grand-mère, elle est l'année, s'est lentement levée de sa chaise, l'air préoccupé. Mon oncle James a fouillé dans sa poche, tandis que mon cousin adolescent, Brandon, tenait son téléphone en l'air, apparemment en train de texter le drame à ses amis en temps réel. « Maman, s'il te plaît, » ai-je supplié, mortifié que mon salaire soit maintenant connu de membres de la famille élargie que je connaissais à peine. Ce n'est pas approprié. Pouvons-nous en discuter en privé ? En privé, a finalement parlé Robert, sa voix grave portant cette nuance de déception familière. Tu veux de l'intimité, alors que tu laisses ta sœur risquer de se retrouver à la rue, pendant que tu dépenses des milliers de dollars en fleurs et en photographes de mariage. Emma était assise au bout de la table, fixant l'écran de son téléphone avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ses cheveux blonds tombaient en avant, cachant la majeure partie de son visage, mais j'ai remarqué ses ongles parfaitement manucurés qui tapotaient rapidement sur son appareil, un jean de marque, un nouveau sac Michael Kors à côté de sa chaise, des mèches fraîches qui avaient probablement coûté 200 $. Les signes de difficulté financière étaient remarquablement absents. « Je veux que tu transfères cet argent tout de suite », a exigé Martha en sortant son propre téléphone. 800 pour le loyer de novembre, plus 2 cents pour les charges. 1000 $, Cristal. Ce n'est rien pour quelqu'un avec ton salaire. Maman, j'ai déjà donné 2400 $ à Emma, rien que cette année. C'est en plus de mes prêts étudiants, des paiements de ma voiture et de mes efforts pour économiser pour un acompte sur une maison. Je ne suis pas une banque. La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi, et Nathan est entré, portant un bouquet pour ma mère et une bouteille de vin pour le dîner. Son sourire chaleureux s'est instantanément effacé en découvrant la scène. Moi, coincé près de la porte, mes parents me barrant le passage, et une pièce remplie de proches nous regardant comme si nous étions dans une émission de télé-réalité. Que se passe-t-il ? A-t-il demandé doucement en venant se placer à mes côtés. Cristal refuse d'aider sa sœur, lui a annoncé Martha, comme s'il était un juge venant d'entrer dans la salle d'audience. Peut-être peux-tu lui faire entendre raison sur les obligations familiales. La mâchoire de Nathan s'est crispée. Il avait entendu assez d'histoires sur la dynamique financière de ma famille, mais c'était la première fois qu'il y assistait en personne. Je pense que Cristal a été plus que généreuse avec Emma. Il est peut-être temps qu'Emma apprenne à gérer ses propres finances. Reste en dehors de ça, a averti Robert en pointant un doigt épais vers mon fiancé. Ce sont des affaires de famille. En fait, s'est soudainement levé mon oncle James, son visage habituellement jovial devenu sérieux. Je pense que tout le monde ici a besoin d'entendre quelque chose. Il a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Je me suis tu trop longtemps, mais ça a assez duré. J'enregistre les conversations lors de ces réunions de famille depuis un an,
car je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Le visage de Martha est devenu pâle. James, de quoi parles-tu? De ça, a-t-il dit en lançant la lecture sur son téléphone. La voix de ma mère a empli la pièce depuis un enregistrement. Emma n'a pas besoin de s'inquiéter de trouver un meilleur travail. Crystal paiera toujours. Elle est trop faible pour dire non, si nous lui mettons assez la pression. Continuez simplement à demander, et elle finira par céder, comme elle le fait toujours. La salle à manger a explosé. Les fourchettes ont heurté les assiettes, alors que les gens s'agitaient sur leurs sièges. La main de tante Patricia a volé à sa bouche. Grand-mère Elena a agrippé le bord de la table, ses jointures devenues blanches. Comment oses-tu enregistrer des conversations privées? A hurlé Martha, mais James a levé la main. Il y a plus. Il a continué à faire défiler jusqu'à un autre fichier. Cette fois, c'était la voix de Robert. Nous avons bien dressé Crystal. Elle paie pour Emma depuis le lycée. Pourquoi cela devrait-il s'arrêter? Maintenant, Emma sait comment jouer sur la culpabilité. Elle a des années de pratique. Mon estomac s'est noué. Les tartes que j'avais préparées avec amour ce matin me semblaient maintenant des offrandes à des gens qui ne voyaient en moi rien de plus qu'un compte en banque sur pattes. La main de Nathan a trouvé la mienne, la serrant doucement, mais je le sentais trembler de colère. Est-ce vrai, Emma? La voix de grand-mère Elena a percé le chaos, tranchante et déçue. As-tu manipulé ta sœur? Emma a finalement levé les yeux de son téléphone, et j'ai été choqué de voir, non pas de la culpabilité, mais de l'irritation sur son visage. Ce n'est pas de la manipulation. Maman et papa ont dit que Crystal voulait t'aider, que ça lui faisait du bien de me soutenir. Je n'ai jamais dit ça, ai-je protesté, la voix brisée. J'ai aidé parce que tu m'as dit que tu allais être expulsé, que tu ne pouvais pas te payer à manger, que tu étais désespéré. Eh bien, tu n'as jamais pris la peine de vérifier si c'était vrai, a haussé les épaules Emma, retournant à son téléphone comme si nous discutions de la météo, au lieu d'années de tromperie. Nathan s'est avancé, son calme professionnel se fissurant. Nous partons. Crystal, prends ton manteau. Elle ne va nulle part, Robert s'est déplacé pour bloquer complètement la porte. Pas avant d'avoir transféré cet argent. Emma en a besoin pour demain, où elle est à la rue. Alors qu'elle soit à la rue, la voix de Nathan s'est élevée. Peut-être que ça lui apprendra un peu de responsabilité. Martha s'est jetée en avant, m'attrapant le bras avec une force surprenante. Espèce de petite sorcière égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En abandonnant ta sœur, j'ai essayé de me dégager, mais ses ongles se sont enfoncés dans ma peau, à travers mon pull. Maman, tu me fais mal. Tant mieux. Peut-être que la douleur t'apprendra ce qu'est la déception. Mon oncle James continuait de faire défiler son téléphone, son visage s'assombrissant. Martha, Robert, j'ai 17 enregistrements ici. 17 fois où vous avez discuté de la manière de culpabiliser Crystal pour qu'elle paie des choses. Ce n'est pas du soutien familial. C'est de l'extorsion. De l'extorsion, Robert a lâché le cadre de la porte et s'est avancé vers son frère. Espèce de donneur de leçons hypocrite. Tu t'es assis à notre table pendant des années, et maintenant tu nous fais ce coup? Il fallait bien que quelqu'un protège Crystal, a rétorqué James. Vous l'avez transformé en distributeur de billets pour la paresse d'Emma. Brandon, mon cousin de 16 ans, a soudainement pris la parole depuis le coin où il filmait avec son téléphone. Tante Martha, c'est en direct. Genre, 300 personnes regardent en ce moment. La couleur a quitté le visage de ma mère, alors qu'elle relâchait mon bras. Des marques rouges restaient là où ses ongles s'étaient enfoncés. Éteins ça immédiatement. Je ne peux pas, a haussé les épaules Brandon, avec une nonchalance d'adolescent. C'est sur TikTok Live. Les gens le partagent déjà. Quelqu'un vient de commenter qu'il connaît Crystal du travail. Mon téléphone a vibré dans ma poche. D'une main tremblante, je l'ai sorti pour voir un texto de mon patron, Crystal, quelqu'un vient de m'envoyer une vidéo inquiétante. Es-tu en sécurité? As-tu besoin d'aide? La pièce a explosé dans le chaos. Martha hurlant à Brandon de supprimer la vidéo. Robert menaçant de poursuivre James pour enregistrement illégal. Emma, toujours en train de texter, apparemment inconsciente de la destruction autour d'elle. Des parents prenant parti, des voix s'élevant, des accusations fusant. Nathan a saisi fermement ma main. Nous partons.
Maintenant. Cette fois, lorsque nous nous sommes dirigés vers la porte, le chemin était libre. Tout le monde était trop occupé à se disputer pour nous arrêter. Alors que nous sortions dans la fraîche soirée de novembre, j'ai entendu la voix de grand-mère et l'année s'élever au-dessus des autres, assez. Cette famille est devenue un poison, et ça s'arrête ce soir. La dernière chose que j'ai vue, avant que Nathan ne me tire vers sa voiture, fut Emma, levant enfin les yeux de son téléphone. Un étrange sourire jouait sur ses lèvres, comme si elle venait de gagner un jeu dont j'ignorais même l'existence. Nathan venait à peine de démarrer le moteur quand mon téléphone sonna. Le nom de grand-mère et l'année s'afficha sur l'écran. Contre l'avis de Nathan, je répondis. Cristal, ma chérie, s'il te plaît, reviens, sa voix tremblait. Ta mère fait une sorte de crise de nerfs. Elle jette des objets et crie à propos du direct. Nous devons résoudre ça en famille. Et l'année, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, intervint Nathan, mais je détachais déjà ma ceinture de sécurité. Malgré tout, le conditionnement à la culpabilité était profond. Si ma grand-mère avait besoin de moi, je ne pouvais pas simplement partir. 5 minutes, dis-je à Nathan. Juste pour m'assurer que grand-mère va bien. Retourner dans cette maison, c'était comme entrer dans une zone de guerre. Des assiettes brisées jonchaient le sol. La nappe de la salle à manger était de travers, de la sauce renversée sur le lin blanc. Mes tartes, si soigneusement préparées, avaient été renversées, leur garniture à la citrouille éclaboussant le parquet. La voilà, me repéra immédiatement Martha. Tu vois ce que tu as fait? Tu vois comment tu as gâché Thanksgiving? J'ai gâché Thanksgiving, l'incrédulité colorait ma voix. C'est vous qui avez transformé le dîner en une séance d'humiliation publique. Brandon, tu enregistres toujours, demanda quelqu'un. Je remarquai que mon jeune cousin avait de nouveau son téléphone à la main, tenu bas, près de sa hanche. Maman a dit de tout documenter pour l'assurance, répondit-il, au cas où quelqu'un casserait d'autres choses. Robert sortit de la cuisine, le visage violet de rage. Ta petite manigance est devenue virale. Martha reçoit des appels de son club de lecture. Mes partenaires de golf m'envoient des textos. Tu nous as humiliés devant toute la ville. Tant mieux, me suis-je surprise à dire, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Peut-être que la honte publique vous apprendra ce que les conversations privées n'ont jamais pu faire. J'en ai fini d'être votre distributeur de billets personnels. Emma peut se débrouiller pour son loyer. Tu en as fini, rit Martha, mais c'était un rire laid, dépourvu d'humour. Tu en auras fini quand nous le dirons. Tu nous dois tout, Cristal. Nous t'avons élevé, nourri, vêtu. Ça s'appelle être parent, ai-je rétorqué. C'est littéralement le strict minimum requis par la loi. Je ne vous dois pas tout mon salaire parce que vous avez fait ce que vous étiez légalement obligé de faire. Emma se leva enfin de sa chaise, son téléphone toujours à la main. Cristal a raison, dit-elle calmement, et la pièce devint silencieuse de stupeur. Ça a été trop loin. Un instant, l'espoir fleurit dans ma poitrine. Peut-être que ma sœur allait enfin me soutenir, enfin admettre la vérité. C'est pourquoi, continua Emma, sa voix se faisant plus forte, je pense que nous devrions simplement couper les ponts avec Cristal. Elle est clairement trop égoïste pour faire partie de cette famille. Je me débrouillerai pour mon loyer sans elle. La trahison me frappa plus durement que n'importe quel coup physique. Ma propre sœur, que j'avais soutenue pendant des années, me jetait comme un déchet, au moment où je cessais d'être utile. Espèce de petite manipulatrice, commençai-je, mais Martha me coupa. N'ose pas parler à ta sœur de cette façon, elle m'arracha le téléphone des mains et le projeta à travers la pièce. Il heurta le mur avec un craquement, l'écran se brisant. Tu as fait assez de dégâts avec ton égoïsme. C'est une agression, dit fermement Nathan depuis l'embrasure de la porte. J'appelle la police. Tu ne feras rien de tel, gronda Robert, s'avançant vers Nathan les poings serrés. C'est une affaire de famille. Je me suis déplacé pour récupérer mon téléphone cassé, mais Martha me bloqua le passage. Tu ne vas nulle part tant que tu ne t'excuseras pas auprès d'Emma et que tu n'auras pas transféré cet argent. Je ne lui donnerai pas un centime de plus, dis-je fermement, essayant de contourner ma mère. C'est alors que Robert m'attrapa le bras, sa poigne infiniment plus forte que celle de Martha. Écoute-moi bien, espèce de gamine ingrate. Tu feras ce qu'on te dit, ou tu le regretteras. Lâche-moi, j'ai tenté de libérer mon bras, mais ses doigts ne firent que se resserrer. Dans ma lutte pour m'échapper,
je bousculai Martha, qui me poussa violemment. J'ai trébuché en arrière, directement dans le vaisselier. Les portes en verre ont vibré, et j'ai entendu le craquement sinistre d'un coin d'étagère qui se brisait. La vaisselle a dégringolé, la porcelaine se fracassant tout autour de moi. Une douleur aiguë a traversé ma main, alors qu'un morceau cassé me tailladait la paume. « Regarde ce que tu as fait maintenant » hurla Martha, comme si je m'étais jeté volontairement dans le vaisselier. « La porcelaine de ma grand-mère. Tu l'as détruite. » Du sang coulait de ma main sur le tapis blanc. La pièce tourna légèrement, que ce soit à cause du choc ou de l'impact, je n'étais pas sûr. À travers le chaos, j'entendis la voix de Brandon. « Putain. 12 000 personnes regardent maintenant. Quelqu'un vient de dire qu'il appelle le 911. » Tante Patricia se fraya un chemin à travers la foule de parents, sa formation d'infirmière prenant le dessus. « Laisse-moi voir cette main, Crystal. » En examinant la coupure, son expression s'assombrit. Elle remonta doucement ma manche, révélant non seulement les marques rouges d'aujourd'hui, mais aussi des ecchymoses plus anciennes, à différents stades de guérison, des marques que j'avais cachées pendant des mois. Celle-ci ne date pas d'aujourd'hui, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Crystal, depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis combien de temps te font-ils du mal physiquement? Ce n'est pas ils ne font pas ça d'habitude, balbutiai-je, conditionné à protéger mes parents, même alors que le sang coulait de ma main. N'ose pas insinuer que nous maltraitons notre fille. Rugit Robert. Mais Patricia tint bon. Je suis tenu de signaler ces cas, annonça-t-elle. Ce que je vois ici est une preuve évidente de violence physique continue. J'appelle les services de protection des adultes et la police. Tu exagères, insista Martha, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. Crystal a toujours été maladroite. Dis-leur, Crystal. Dis-leur que tu te cognes toujours partout. Avant que je ne puisse répondre, la voix d'Emma trancha la tension comme un couteau. En fait, il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir. La pièce se tourna vers elle, et elle brandit son téléphone avec un étrange sourire. J'ai aussi enregistré. Pas seulement ce soir, mais depuis des mois. Et Crystal n'est pas maladroite. J'ai une vidéo de papa la bousculant à Noël dernier. De maman la giflant à Pâques. Les bleus ne sont pas des accidents. Mon sang se glaça. Emma, pourquoi n'as-tu pas? Parce que, dit-elle simplement, je constituais un dossier. Tu vois, je n'ai pas vraiment besoin d'argent pour le loyer. Je n'en ai plus besoin depuis plus d'1 an. La confession flotta dans l'air comme une présence physique. La bouche de Martha s'ouvrit et se referma sans un son. La prise de Robert sur mon bras se relâcha sous le choc. De quoi parles-tu, murmurai-je en berçant ma main blessée. Le sourire d'Emma s'élargit. J'ai été promue développeuse senior dans ma start-up il y a 14 mois. Mon salaire est en fait plus élevé que le tien, Crystal. 92 000 $ par an, plus des options d'achat d'actions. La pièce explosa de nouveau, mais cette fois, la colère n'était pas dirigée contre moi. Les parents se tournèrent les uns contre les autres, criant des accusations et des démentis. À travers tout cela, Emma continua calmement, j'ai économisé chaque centime que Crystal m'a donné. 24 000 $ rien que cette année, plus les 36 000 des 2 années précédentes. Tout est sur un compte d'épargne à haut rendement. Je prévoyais d'acheter une maison l'année prochaine. Tu as menti à ta sœur pendant 3 ans, la voix de grand-mère Hélène tremblait de fureur, prenant de l'argent dont tu n'avais pas besoin, pendant qu'elle se débattait. Emma haussa les épaules, cette désinvolture exaspérante toujours en place. Maman et papa m'ont dit de le faire. Ils ont dit que ça apprenait la responsabilité à Crystal. En plus, ils prenaient une commission. Vous ne vous êtes pas demandé comment ils s'étaient payé cette croisière au printemps dernier? J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La pièce vacilla, et Nathan fut soudain là, son bras autour de ma taille, me soutenant. Nous partons, dit-il fermement. Et cette fois, quiconque essaiera de nous arrêter aura affaire à des accusations d'agression. Comme par hasard, des sirènes retentirent au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait bien appelé les services d'urgence. Le direct de Brandon m'avait probablement sauvé de blessures plus graves. Patricia finit de panser ma main avec des serviettes en tissu. Il te faut des points de suture, dit-elle doucement. Et Crystal, tu dois porter plainte. Ça va bien au-delà du dysfonctionnement familial. C'est criminel.
Alors que Nathan me conduisait vers la porte, Emma appela une dernière fois, « Cristal, attends. J'ai toutes les preuves, vidéos, enregistrements, relevés bancaires montrant les transferts d'argent. Je te donnerai tout pour ton dossier. » Je me tournai pour regarder ma sœur, cherchant le moindre signe de remords sur son visage. « Pourquoi, Emma? Pourquoi rassembler des preuves, mais laisser ça continuer pendant des années ?» Son expression se fissura enfin, révélant quelque chose de brut en dessous. « Parce que j'avais peur qu'il se retourne contre moi. Tant que tu étais la cible, j'étais en sécurité. Je suis désolé, Cristal. Je suis tellement désolé. » Les excuses ne signifiaient rien. Pas alors que je saignais, couverte de bleu et humiliée publiquement. Pas alors qu'elle m'avait regardé me sacrifier et lutter, tout en étant assise sur une fortune que je lui avais donnée. « Garde tes preuves et tes excuses, lui ai-je dit, alors que les voitures de police arrivaient. Je ne veux plus jamais revoir aucun de vous. » La dernière image gravée dans ma mémoire en partant fut celle de trois, debout au milieu des débris du dîner de Thanksgiving. Martha pleurant sur sa réputation ruinée, Robert fanfaronnant à propos de poursuites judiciaires, et Emma, agrippée à son téléphone comme à une bouée de sauvetage, réalisant enfin qu'en gagnant son jeu tordu, elle avait perdu la seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée inconditionnellement. Les toilettes de l'hôpital offraient un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi. Carrelage blanc, lumière fluorescente, l'odeur âcre de l'antiseptique. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes, étudiant la rangée nette de points de suture sur ma paume, en attendant que la police finisse de prendre la déposition de Nathan. Un léger coup à la porte interrompit ma contemplation hébétée. « Cristal. C'est grand-mère et l'année. Puis-je entrer ? » J'ai déverrouillé la porte pour trouver ma grand-mère, paraissant bien ses 78 ans. La fermeté habituelle de sa colonne vertébrale semblait s'être fondue, la laissant en quelque sorte plus petite, plus fragile. « Oh, ma chérie, » dit-elle doucement en prenant ma main bandée. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû parler il y a des années. »« Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sût déjà. L'année soupira, s'appuyant lourdement contre le lavabo. « Ta mère a appris ce comportement quelque part, n'est-ce pas ? Je dois te dire quelque chose que j'ai gardé secret pendant 40 ans. » Elle sortit de son sac à main une photo jaunie. Deux jeunes femmes souriaient à l'appareil photo, clairement des sœurs, avec le même nez et le même menton. L'une était manifestement une Martha plus jeune. L'autre, je ne la reconnaissais pas, c'est ta tante Catherine, expliqua Hélène. La sœur aînée de Martha. Tu ne l'as jamais rencontrée, parce que Martha a complètement coupé les ponts avec elle en 1984. J'ai une tante ? Pourquoi maman ne l'a-t-elle jamais mentionnée ? Ah. Parce que Catherine a finalement cessé de cautionner la cupidité de Martha, la voix d'Hélène devint amère. Ta mère a fait à Catherine exactement ce qu'elle t'a fait. L'a forcée à payer pour les études de Martha, sa première voiture, son mariage. Catherine cumulait 3 emplois pendant que Martha faisait la fête à l'université, toujours avec une histoire larmoyante sur son besoin d'aide. Mon téléphone vibra avec un appel entrant. L'écran était fissuré, mais encore assez fonctionnel pour voir le nom de mon patron. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, pas prête à expliquer pourquoi des vidéos de l'implosion de Thanksgiving de ma famille étaient en tendance sur les réseaux sociaux. Hélène continua, Catherine a tout payé, jusqu'à ce qu'elle se fiance elle-même. Quand elle a essayé d'économiser pour son propre mariage, Martha l'a accusée d'être égoïste, d'abandonner la famille. Le chantage affectif, l'humiliation publique, même les altercations physiques. L'histoire se répète. Qu'est-il arrivé à Catherine, ai-je demandé, bien que je puisse le deviner. Elle a déménagé en Oregon, a changé de numéro de téléphone et n'a jamais regardé en arrière. Martha a dit à tout le monde que Catherine était morte pour elle. Et finalement, la famille a simplement oublié son existence. Mais moi, je n'ai pas oublié. J'ai envoyé des cartes de Noël chaque année, la tenant au courant de la famille qu'elle avait laissée. Un nouveau coup à la porte nous interrompit. Brandon jeta un œil, l'air exceptionnellement sérieux pour un adolescent. Cristal, tu dois voir ça. Le direct. C'est partout. Il me tendit son téléphone, me montrant le nombre de vues, 200 000 et ça continue de grimper. Les commentaires défilaient trop vite pour être lus, mais j'ai aperçu des bribes, famille toxique. Abus financier. Appelez la police. Cristal mérite mieux. Il y a plus, dit nerveusement Brandon.
Les gens ont trouvé le Facebook de maman. Elle publie des choses sur toi depuis des années. Des trucs vraiment méchants. D'une main tremblante, j'ai pris son téléphone et cherché le profil de ma mère. Des publications à n'en plus finir remplissaient l'écran, remontant à des années. Martha me dépeignait comme une fille ingrate qui refusait d'aider sa famille, une carriériste égoïste qui valorisait l'argent plus que les relations. Mais le pire, c'était les plus récentes, prétendant que j'avais des problèmes de toxicomanie. C'est pourquoi, disait-il, il devait donner mon argent à Emma. 300 commentaires sur celle-ci, me montra Brandon. Toutes ses amies de l'église et du club de lecture disant à quel point ça doit être dur d'avoir une fille toxicomane. Mais maintenant, elle voit le direct et réalise qu'elle a menti. Mon estomac se noie. Depuis combien de temps raconte-t-elle que je suis toxicomane? Au moins 2 ans, admis l'année. J'ai essayé de te défendre, mais Martha avait toujours une autre histoire, une autre preuve. Elle a même dit aux gens que c'était pour ça que Nathan restait avec toi, parce qu'il entretenait ta supposée addiction. Nathan apparut dans l'embrasure de la porte, le visage sombre. La police veut te parler maintenant. Mais Crystal, il y a autre chose. Ma sœur vient d'appeler. C'est une assistante juridique, tu te souviens? Elle a fait des recherches après avoir vu la vidéo. Il fit une pause, clairement réticent à ajouter plus de douleur à une journée déjà dévastatrice. Tes parents t'ont déclaré comme personne à charge sur leurs impôts. Depuis 5 ans. Pendant que tu vivais seul, payant tes propres factures, ils obtenaient des avantages fiscaux en mentant à l'IRS. Les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir. Fraude fiscale en plus d'agression. Des années de mensonges superposés. Mais autre chose me revint en mémoire. Brandon, dis-je lentement. Tu as dit que le direct montrait maman postant des choses sur moi. Peux-tu vérifier s'il y a des publications sur Emma ayant besoin d'argent pour le loyer? Il fit défiler son téléphone, puis secoua la tête. Rien. Beaucoup de publications se vantant du succès d'Emma, en fait. Des photos de restaurants chers, de ses vacances à Cabo le mois dernier, de la nouvelle voiture qu'elle a achetée. Elle est allée à Cabo, je me sentis engourdi. Pendant que je mangeais des nouilles instantanées pour payer son prétendu loyer. Crystal, une autre voix rejoignit notre congrégation de salle de bain. Patricia se faufila devant Nathan, toujours dans ses vêtements de soirée, mais avec un air professionnel. J'ai été au téléphone avec des collègues. En tant qu'infirmière, j'ai déjà vu ce schéma. L'abus financier dégénère souvent en violence physique, exactement comme ce qui s'est passé ce soir. Elle sortit son propre téléphone, me montrant des captures d'écran. J'ai aussi documenté des choses, mais j'ai été lâche. J'aurais dû le signaler plus tôt. Celle-ci date de réunions de famille des 3 dernières années. Des bleus que tu essayais de cacher. Des coupures que tu justifiais. Cette fois où tu avais un œil au beurre noir à Noël. J'ai dit à tout le monde que j'étais rentré dans une porte, ai-je murmuré. Et nous avons tous fait semblant de le croire, la voix de Patricia se brisa. Crystal, je suis tellement désolé. Nous t'avons tous laissé tomber. Mais je ne te laisserai plus tomber. Je dépose un rapport officiel auprès des services de protection des adultes, et je témoignerai de tout ce que j'ai vu. Mon téléphone fissuré sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, je répondis. Crystal. C'est Madame Henderson, votre professeur d'anglais du lycée. Je viens de voir la vidéo. Ma chérie, j'attends depuis 15 ans de pouvoir dire à quelqu'un ce que je soupçonnais à l'époque. Ma gorge se serra. Madame Henderson avait été mon professeur préféré, celle qui m'avait encouragé à postuler pour des bourses universitaires, à rêver plus grand que ma petite ville. Vos parents sont venus me voir quand vous avez gagné cette bourse d'études, continua-t-elle. Ils voulaient que je vous convainque de la refuser, de rester à la maison et de travailler pour subvenir aux besoins d'Emma. Quand j'ai refusé, ils ont menacé de me poursuivre pour relations inappropriées avec des élèves. C'étaient des mensonges, mais j'étais jeune et effrayé. Je me suis tu, mais j'ai gardé chaque email, chaque menace. Si vous en avez besoin comme preuve, ils sont à vous. La salle de bain devenait bondée, 5 personnes entassées dans un espace prévu pour une. Mais, étrangement, je ne me sentais pas piégé comme au dîner. Ces personnes étaient là pour me soutenir, pas pour me détruire. Il y a une dernière chose, dit doucement Hélène. Catherine ne vit pas seulement en Oregon. Elle s'épanouit.
C'est une juge fédérale maintenant, mariée à un homme merveilleux, 2 enfants à l'université. Elle s'est construit une vie magnifique après avoir coupé les ponts avec Martha. Une juge, ai-je répété, un espoir naissant pour la première fois de la soirée. Une juge spécialisée en droit de la famille et en criminalité financière, sourit tristement Elélané. Elle a suivi votre carrière grâce à mes nouvelles. Elle a toujours demandé de vos nouvelles, aurait souhaité pouvoir vous avertir, mais Martha a menacé de détruire sa réputation si jamais elle vous contactait. Nathan vérifia sa montre. Crystal, le détective attend. Mais je pense que nous devrions d'abord appeler ma sœur, faire venir un avocat avant que tu ne fasses de déclaration. Alors que nous nous préparions à quitter le petit sanctuaire de la salle de bain, Brandon s'éclaircit la gorge. Crystal, le direct est toujours en cours. Les gens font des dons à quelque chose appelé le Fonds de libération de Crystal. Une certaine Catherine vient de donner $5000, avec un message. Il brandit le téléphone pour que je puisse lire, pour ma nièce, qui est plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Brise le cycle. Tante C. Les larmes sont enfin venues, non pas de douleur ou de trahison, mais de reconnaissance. Je n'étais pas seul. Je n'avais jamais été seul. La famille dans laquelle j'étais né était peut-être un poison, mais la famille que j'avais choisie, et celle qui m'avait été cachée, était prête à se battre à mes côtés. Allons-y, dit doucement Nathan en passant son bras autour de moi. Allons tout raconter à la police, et ensuite, nous nous assurons que tes parents ne te feront plus jamais de mal, ni à personne d'autre. Alors que nous marchions vers la salle d'interrogatoire, mon téléphone vibra avec un dernier texto d'Emma. Crystal, je sais que tu me détestes, mais vérifie ton compte en banque. J'ai retransféré les $60 000. Chaque centime, plus les intérêts. Ça ne répare rien, mais c'est à toi. Je vais témoigner contre eux. Ils nous ont détruits toutes les deux. Je n'ai pas répondu. L'argent ne pouvait pas guérir les blessures, ni restaurer la confiance. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il m'acheter la liberté de construire enfin une vie sans manipulation, sans culpabilité, sans violence. Une vie où l'amour n'avait pas de prix. Le détective se leva à notre entrée, son expression professionnelle mais bienveillante. Mademoiselle Thompson, je crois que vous avez toute une histoire à nous raconter. Nous avons toute la nuit, et je suis là pour écouter chaque mot. Je me suis assise, entourée d'une famille choisie et de nouveaux alliés, et j'ai commencé à dire ma vérité, pour la première fois en 28 ans. 2 heures après le début de mon interrogatoire par la police, Nathan fit irruption dans la pièce avec des renforts. Derrière lui se tenait Mélissa, ma meilleure amie depuis l'université et désormais une avocate redoutable, toujours dans son tailleur de combat. 2 officiers en uniforme les encadraient, leurs expressions sérieuses. Désolé d'interrompre, inspecteur Morrison, dit Mélissa d'un ton sec, posant sa mallette sur la table. Je suis Mélissa Chang, l'avocate de mademoiselle Thompson. J'ai besoin d'un moment avec ma cliente, et ces officiers ont de nouvelles informations pertinentes pour l'affaire. L'inspecteur Morrison hocha la tête, rassemblant ses notes. Nous ferons une pause de 15 minutes. Officier, vous pouvez me faire un rapport à l'extérieur. Dès que la porte se referma, Mélissa passa de l'avocate professionnelle à l'amie inquiète. Crystal, ça va? J'ai vu le direct et je suis venu directement. Nathan m'a tout expliqué en chemin. J'ai commencé à dire bien, puis je me suis arrêté. Non, je ne vais pas bien. Mais ça ira. Bien. L'honnêteté, c'est mieux, elle sortit son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. J'ai fait des recherches en venant. Tes parents ont laissé pas mal de traces. Nathan m'a donné accès à tes comptes, et Crystal, ils te volent depuis des années. Que veux-tu dire, bien qu'après les révélations de ce soir, plus rien ne devrait me surprendre. Mélissa tourna son écran vers moi. Des cartes de crédit à ton nom que tu n'as jamais ouvertes. Les factures de leur maison à ton numéro de sécurité sociale. Ils ont accumulé des dettes à ton nom, tout en gardant leur propre crédit impeccable. Un cas classique d'usurpation d'identité. Nathan arpentait la petite pièce, son calme habituel se fissurant. Je savais qu'ils étaient toxiques, mais ça. C'est criminel à tant de niveaux. C'est encore pire, continua Mélissa, sortant d'autres documents. J'ai trouvé des demandes de prêt. Ils ont essayé de contracter un prêt sur la valeur nette de ta propriété, en utilisant un acte de vente falsifié pour ton appartement. La banque a signalé une suspicion, c'est la seule raison pour laquelle ça n'a pas abouti.
Mes mains tremblaient alors que je digérais cette information. Ils ont essayé de me voler ma maison. Tentative de vol qualifiée, usurpation d'identité, fraude. Et ce ne sont que les crimes financiers, catalogua Mélissa. Combiné à l'agression de ce soir et aux preuves de violence physique continue, on parle de peine de prison sérieuse. On frappa à la porte. L'inspecteur Morrison revint avec les autres officiers et une femme en tailleur qui se présenta comme une représentante des services de protection des adultes. Mademoiselle Thompson, nous avons enquêté sur le direct et les nombreux signalements reçus ce soir, commença la représentante. Nous avons également reçu des documents historiques de Patricia Guan et James Thompson, corroborant des schémas de violence sur plusieurs années. De plus, ajouta l'un des officiers, nous avons été contactés par une juge, Catherine Williams, en Oregon. Elle a soumis une déclaration sous serment concernant des abus similaires qu'elle a subis de la part de Martha Thompson il y a 40 ans, établissant un schéma de comportement. Tante Catherine. Même à 3000 miles de distance, elle se battait pour moi. Nous devons vous interroger sur votre sœur, dit prudemment l'inspecteur Morrison. La vidéo la montre admettant avoir participé à la fraude financière. Souhaitez-vous également porter plainte contre Emma? Avant que je ne puisse répondre, le téléphone de Mélissa vibra. Elle y jeta un œil et haussa les sourcils. Crystal. Emma est ici. Elle veut te parler. Elle dit qu'elle a des preuves. Je ne veux pas la voir, dis-je immédiatement. Elle est avec quelqu'un, ajouta Mélissa. Une thérapeute nommée Dr Sarah Winters, qui dit qu'elle traite Emma pour un traumatisme lié à la violence parentale. Cela me laissa sans voix. Emma en thérapie? Emma admettant un traumatisme? 5 minutes, ai-je finalement accepté. Mais vous restez tous. Quand Emma entra, elle ne ressemblait en rien à la sœur désinvolte, absorbée par son téléphone, du dîner. Son visage était marbré de larmes, ses vêtements de marque froissés. La thérapeute à ses côtés, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, gardait une main de soutien sur son épaule. Crystal, commença Emma, puis s'arrêta, semblant chercher ses mots. Je sais que tu me détestes. Tu as raison. J'ai été horrible. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu as 4 minutes, dis-je froidement. Le docteur Winters prit la parole. Avec la permission d'Emma, j'aimerais fournir un contexte. Je la traite depuis 2 ans pour un trouble de stress post-traumatique complexe, lié à la manipulation parentale et au contrôle coercitif. Il me contrôle depuis que j'ai 12 ans, dit Emma, sa voix à peine un murmure. Quand tu es parti à l'université, ils m'ont dit que tu nous avais abandonnés, que tu étais égoïste et que tu n'aiderais que s'ils te forçaient. Ils surveillaient chaque appel, chaque texto. Si j'essayais de te dire la vérité, Elle remonta sa manche, révélant de vieilles cicatrices que je n'avais jamais remarquées. Ils avaient des méthodes différentes pour chacune de nous. Toi, tu as eu la culpabilité et l'intimidation physique. Moi, j'ai eu l'isolement et d'autres choses. Ma colère ne disparut pas, mais elle changea de cible. Pourquoi ne m'as-tu rien dit quand tu as eu ce travail? Quand tu es devenue financièrement indépendante? Parce qu'ils ont menacé de parler de mon trouble alimentaire à mon petit ami, d'appeler mon lieu de travail et de dire que j'étais instable. Ils avaient accès à mes dossiers médicaux de quand j'étais mineur. Ils m'ont constamment tenu avec ça, et m'a sorti un épais dossier. Mais j'ai tout documenté. Chaque menace, chaque transaction forcée, chaque fois qu'ils m'ont obligé à te mentir. Elle posa le dossier sur la table. Des relevés bancaires montrant qu'ils prenaient 40% de chaque paiement que tu envoyais. Des enregistrements où ils me coachaient sur quoi dire pour te faire culpabiliser. Des dossiers médicaux de quand ils me privaient de nourriture pour déclencher mon trouble, si je n'obéissais pas. Emma a aussi ceci, ajouta le docteur Winters, produisant un autre document. Une confession signée du comptable de vos parents, admettant qu'il les a aidés à remplir de fausses déclarations de revenus, déclarant leurs 2 filles comme personnes à charge, tout en percevant un loyer de leur part. Mélissa se mit immédiatement à photographier les documents. C'est suffisant pour les enterrer. Crystal, avec le témoignage et les preuves d'Emma, on parle maintenant de charges fédérales. La fraude fiscale, c'est le territoire de l'IRS. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai fait, dit Emma, les larmes coulant sur son visage. J'ai choisi de me protéger au lieu de t'avertir. J'ai été une lâche. Mais je veux arranger les choses. Je témoignerai. Je te rendrai chaque centime. Je ferai tout ce qu'il faudra.
L'inspecteur Morrison avait pris des notes en silence. Mesdemoiselles Thompson, toutes les deux, je dois vous demander, y a-t-il d'autres victimes? D'autres membres de la famille qui auraient pu être ciblés? Emma et moi avons échangé un regard. Notre cousine, Jessica, dis-je lentement. Elle a coupé les ponts il y a 3 ans, après une dispute d'argent. Et notre tante Diana, ajouta Emma, la plus jeune sœur de maman. Elle est censée avoir déménagé en Floride, mais personne n'a son adresse. Nous allons enquêter sur les deux, nous assura l'inspecteur. Cela semble être un schéma s'étendant sur des décennies et touchant plusieurs victimes. Un autre coup à la porte interrompit. Un officier passa la tête. Inspecteur, nous avons une situation. Robert et Martha Thompson sont ici, exigeant de voir leur fille. Ils font une scène dans le hall. Ils sont aussi en direct sur Internet, ajouta l'officier, prétendant être victime de brutalité policière et de détention arbitraire. Leur avocat est avec eux. Melissa ricana. Laissez-les diffuser. Ils ne font que créer plus de preuves, elle se tourna vers nous. Aucune de vous n'est obligée de les voir. En fait, je vous le déconseille fortement. Mais Emma se redressa, quelque chose de dur dans son expression. Non. Je veux les affronter. Crystal, tu n'es pas obligé de venir. Mais j'ai besoin de leur dire, en face, que j'en ai fini d'être leur arme contre toi. Si tu y vas, j'y vais, me suis-je entendu dire. Non par obligation, cette fois, mais par solidarité. Quoi qu'il se soit passé entre nous, Emma et moi étions toutes deux victimes des mêmes prédateurs. Nous irons tous, dit fermement Nathan, en sécurité, avec une escorte policière, et tout sera enregistré officiellement cette fois. Alors que nous nous préparions à affronter nos parents une dernière fois, Emma glissa sa main dans la mienne. Pour la première fois depuis notre enfance, avant que la manipulation et les mensonges ne prennent racine, nous étions de nouveau sœurs brisées, en voie de guérison, mais unies contre la menace commune qui avait failli nous détruire toutes les deux. Ensemble, murmura-t-elle. Ensemble, ai-je confirmé, serrant sa main malgré les points de suture qui tiraient sur ma paume. Avec notre famille choisie derrière nous et la loi de notre côté, nous nous sommes dirigés vers ce qui serait soit la dernière tentative de contrôle de nos parents, soit le moment où nous nous libérerions enfin. Quoi qu'il en soit, nous ne l'affronterions pas seuls. Le hall du poste de police ressemblait plus à un cirque qu'à un lieu de maintien de l'ordre. Martha se tenait au centre, le téléphone brandi, narrant à son public sur Facebook Live sa persécution injuste. Robert la flanquait, le visage violet de rage, tandis qu'un homme à l'allure nerveuse, en costume bon marché, serrait une mallette. Les voilà, la voix de Martha devint stridente en nous apercevant, sortant avec notre escorte policière. Nos filles, que nous avons élevées avec amour, essayant maintenant de nous détruire avec des mensonges. Dis-leur, Emma. Dis-leur que nous n'avons jamais levé la main sur toi. Emma s'avança, et je vis la confiance de nos parents vaciller. Ils s'attendaient à me voir seule, pas leurs deux filles unies. Je leur dirai la vérité, dit clairement Emma, s'adressant non seulement à nos parents, mais aussi à leur public en direct. Comment vous m'avez obligé à mentir à Crystal pour de l'argent? Comment vous avez menacé de déclencher mon trouble alimentaire si je n'obéissais pas? Comment vous avez volé 40% de chaque paiement qui m'était destiné? On lui a lavé le cerveau, hurla Martha à son téléphone. La thérapeute lui a rempli la tête de faux souvenirs. Alors expliquez ceci, Emma brandit son téléphone, lançant un enregistrement. La voix de Martha emplit le hall, dit à Crystal que ton électricité a été coupée. Pleure s'il le faut. Elle tombe toujours dans le panneau des larmes. Et souviens-toi, 40% nous reviennent, ou j'appelle ton patron pour lui parler de tes antécédents de santé mentale. L'avocat tenta de saisir le téléphone d'Emma, mais l'officier Chen s'interposa. Monsieur, je vous déconseille tout geste agressif. Éteignez cet enregistrement, exigea Robert. C'est illégal. Nous n'avons pas consenti. Le Minnesota est un État où le consentement d'une seule partie suffit, intervint Melissa avec aisance. Emma a légalement enregistré des conversations auxquelles elle participait. Tout comme James a légalement enregistré les conversations de Thanksgiving auxquelles il a participé. Les commentaires du direct de Martha défilaient rapidement. Même de là où je me tenais, je pouvais voir le vent tourner, OMG, ils sont coupables. Pauvre fille. Martha, tu es un monstre. De plus, continua Melissa en sortant sa tablette, nous avons découvert des documents financiers intéressants.
Monsieur et Madame Thompson, saviez-vous que l'IRS offre des récompenses pour le signalement de fraude fiscale? Parce que vous avez déclaré vos 2 filles adultes comme personnes à charge, tout en leur percevant un loyer. La couleur quitta le visage de Robert. Leur avocat bas de gamme lui chuchota quelque chose d'urgent à l'oreille. Et il y a l'usurpation d'identité, ajouta Mélissa d'un ton badin, comme si elle parlait du temps qu'il faisait. Carte de crédit, compte de service public, tentative de fraude sur la valeur nette immobilière. Tous des crimes, soit dit en passant. Nous sommes leurs parents, la voix de Martha se brisa. Nous avons des droits. Non, ai-je parlé pour la première fois, me plaçant à côté d'Emma. Vous avez des crimes. Des années de crimes. Et nous avons des preuves. L'inspecteur Morrison nous rejoignit, tenant une tablette. Monsieur et Madame Thompson, je vous place tous les deux en état d'arrestation pour agression, usurpation d'identité et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. C'est de la persécution, hurla Martha alors que les officiers s'approchaient avec des menottes. Nous sommes de bons chrétiens. Dites-leur, pasteur Michael. Dites-leur, elle gesticula sauvagement vers l'écran de son téléphone, mais les commentaires continuaient d'affluer, les chrétiens ne volent pas leurs enfants. Honte à vous deux. Ces filles méritent justice. Alors que les officiers menottaient Robert, il se tourna vers moi avec une haine pure. Espèce de gamine ingrate. Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille. Tu nous as détruits. Non, ai-je répondu calmement. Vous vous êtes détruits vous-même. Nous ne faisons que vous demander des comptes, enfin. Les heures suivantes furent un tourbillon. Procédure de mise en accusation, soumission de preuves supplémentaires, Mélissa se coordonnant avec les procureurs. Nathan ne me quitta pas d'une semelle, sa présence stable m'ancrant dans le chaos. À 3 heures du matin, nous étions assis dans le bureau de Mélissa, l'adrénaline retombant enfin. Emma était recroquevillée dans un fauteuil, paraissant plus jeune que ses 25 ans. Les 60 000 $ étaient bien apparus sur mon compte, avec les intérêts. Le procureur est confiant, rapporta Mélissa, revenant d'un appel téléphonique. Avec les preuves du direct, les enregistrements, la documentation financière et vos 2 témoignages, il risque une peine sérieuse. La division criminelle de l'IRS est également intéressée. Que se passe-t-il maintenant, demanda doucement Emma. Maintenant, nous montons le dossier, expliqua Mélissa. L'instruction révélera probablement d'autres victimes, d'autres fraudes. Le château de cartes de vos parents est en train de s'effondrer. Le téléphone de Nathan vibra. Il y jeta un œil et sourit. Crystal, ta tante Catherine vient d'envoyer un email. Elle prend l'avion depuis l'Oregon pour vous soutenir toutes les deux. Elle vous a également mis en contact avec un défenseur des droits des victimes, spécialisé dans l'abus financier familial. J'ai reçu des messages toute la nuit, dit Emma en faisant défiler son téléphone. D'autres parents, des amis de la famille, des gens qui soupçonnaient quelque chose mais n'ont jamais parlé. La cousine Jessica veut témoigner. Elle dit qu'ils lui ont fait la même chose. Au cours des semaines suivantes, l'affaire s'est étendue comme des ronds dans l'eau. Le comptable judiciaire engagé par Mélissa a découvert une décennie de fraude. Nos parents n'avaient pas seulement volé nous, mais aussi ma grand-mère, Hélène Lanné, en falsifiant sa signature sur des chèques. Ils avaient souscrit des cartes de crédit au nom d'autres parents. Le vol total dépassait les 200 000 $. La date du procès a été fixée à 3 mois plus tard. Nos parents, incapables de payer la caution après le gel de leurs actifs, attendaient en prison. Leur avocat a tenté à plusieurs reprises de négocier une plaidoirie de culpabilité, mais le procureur, armé de preuves accablantes, a refusé toute peine inférieure à une peine de prison significative. Pendant ce temps, Emma et moi avons commencé le difficile travail de guérison. Nous avons suivi une thérapie ensemble, déballant des années de manipulation. J'ai appris les différentes manières dont nos parents l'avaient contrôlé, la négligence médicale, les menaces, l'isolement qui faisait paraître mes propres culpabilisations presque bénignes en comparaison. Ils m'ont dit que tu me détestais, a avoué Emma lors d'une séance. Que tu n'aidais que parce qu'ils t'y forçaient. Je pensais me protéger en prenant l'argent, mais je ne faisais que perpétuer le cycle. Nous avons également pris contact avec tante Catherine, qui est venue comme promis. La rencontrer, c'était comme regarder un avenir alternatif, voir ce que nous pourrions devenir, libérés de l'influence de nos parents. Elle a partagé sa propre histoire de fuite et de reconstruction, offrant l'espoir que la guérison était possible. La première année est la plus difficile, nous a-t-elle dit autour d'un café.
vous douterez de vous-même, vous vous demanderez si vous êtes les méchantes qu'ils ont dépeintes. Mais ensuite, vous réaliserez la paix qui vient de vivre sans manipulation. Ça vaut chaque instant de lutte. L'audience préliminaire eut lieu un matin gris de février. Emma et moi étions assises ensemble dans la salle d'audience, entourés de sympathisants. Nathan à ma droite, Mélissa à ma gauche, le docteur Winters à côté d'Emma, tante Catherine et grand-mère Hélène au rang derrière nous. Même madame Henderson était venue, prête à témoigner des menaces d'il y a des années. Nos parents entrèrent en combinaison orange, menottés, paraissant plus petits que dans mon souvenir. Les cheveux parfaitement coiffés de Martha avaient disparu, remplacés par des racines grises et une queue de cheval en désordre. La prestance imposante de Robert s'était dégonflée, laissant un vieil homme amer. Lorsque le juge lut les chefs d'accusation, la liste semblait interminable, 23 chefs de fraude, 18 chefs d'usurpation d'identité, agression, évasion fiscale, maltraitance de personnes âgées pour ce qu'ils avaient fait à grand-mère Hélène. Comment plaidez-vous ? Demanda le juge. Leur nouvel avocat, apparemment le seul prêt à prendre leur cas, se leva. Non coupable sur tous les chefs, votre honneur. Mes clients sont victimes d'enfants ingrats qui. Maître, interrompit le juge, gardez ça pour le procès. Compte tenu du risque de fuite et des preuves présentées, la libération sous caution est refusée. Martha poussa un gémissement qui résonna dans la salle d'audience. C'est injuste. Nous sommes leurs parents. Nous avons des droits. Alors qu'on les emmenait, Robert se retourna une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la salle, et j'attendis que la culpabilité familière monte. Au lieu de cela, je ne ressentis que de la détermination. Ils avaient fait leur choix pendant des décennies. Maintenant, ils allaient en affronter les conséquences. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes attendaient. J'avais préparé une déclaration avec l'aide de Mélissa, mais Emma s'avança la première. Nos parents ont volé plus que de l'argent, dit-elle clairement. Ils ont volé notre confiance, notre relation de sœurs et des années de nos vies. Mais ils n'ont pas volé notre avenir. Nous nous le réapproprions maintenant. Le procès lui-même viendrait plus tard, avec plus de preuves, plus de témoignages, plus de vérités douloureuses. Mais debout là, dans le froid de février, entouré de gens qui nous aimaient vraiment, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. L'abus financier était terminé. L'intimidation physique était terminée. Le chantage affectif avait perdu son pouvoir. Emma et moi avions un long chemin à parcourir pour guérir complètement notre relation, mais nous le parcourions ensemble. Alors que nous nous dirigions vers nos voitures, Emma s'arrêta. Crystal, je sais que je ne pourrai jamais entièrement réparer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu as brisé le cycle pour nous deux. Je pris ma sœur dans mes bras, la première étreinte sincère que nous partagions depuis des années. Nous l'avons brisé ensemble, ai-je corrigé. Et nous guérirons ensemble, aussi. Nathan nous ramena à l'appartement que mes parents avaient essayé de voler, où les préparatifs du mariage étaient toujours sur la table de la salle à manger. La vie continuerait, mais différemment maintenant meilleure, libérée du poison qui avait infecté notre famille pendant des générations. Le cycle était brisé. La guérison pouvait enfin commencer. Le procès principal a débuté par une matinée humide de juin, exactement une semaine avant ce qui aurait dû être le jour de mon mariage. Nathan et moi l'avions reporté, convenant que nous avions besoin de clore ce chapitre avant de commencer notre vie de couple marié. Le palais de justice bourdonnait d'attention médiatique. Notre affaire était devenue une sorte de sensation après que le direct de Thanksgiving soit devenu viral, suscitant des conversations nationales sur l'abus financier au sein des familles. Je me suis assise à la table du procureur, ma déclaration d'impact de la victime pliée dans la poche de ma veste, le papier ramolli par les manipulations répétées. Emma était assise à côté de moi, sa propre déclaration serrée dans ses mains tremblantes. Nous avions passé des semaines à nous préparer, travaillant avec des défenseurs des victimes pour trouver les mots pour des années de manipulation et de douleur. L'accusation appelle Crystal Thompson, a annoncé le procureur. En montant à la barre, je me suis forcé à regarder mes parents. 6 mois de prison les avaient changés. Les cheveux de Martha étaient maintenant entièrement gris, son visage émacié. Robert avait perdu sa corpulence intimidante, paraissant presque fragile dans son costume trop grand. Mais leurs yeux conservaient cette colère familière, cette certitude qu'ils étaient les victimes ici. Le procureur m'a d'abord interrogé sur l'abus financier.
Des relevés bancaires affichés sur des écrans montraient le vol systématique. Chaque virement que j'avais fait à Emma, pensant aider ma sœur en difficulté, alors qu'elle gagnait plus que moi. Les cartes de crédit ouvertes à mon nom, utilisées au maximum pour des achats de luxe. La tentative de vol de ma maison. Pouvez-vous parler à la cour de la violence physique, a demandé doucement le procureur. J'ai décrit les ecchymoses cachés sous des manches longues, les accidents et qui n'en étaient pas, l'escalade qui a mené à Thanksgiving, lorsque le désespoir les a finalement rendus assez imprudents pour m'agresser devant des témoins. La défense soutiendra probablement qu'il s'agissait d'incidents isolés, a dit le procureur. Pouvez-vous parler du schéma? Ce n'était jamais isolé, ai-je dit clairement. C'était systématique. Calculé. Il savait exactement quelle force utiliser pour faire mal sans laisser de marque qui ne pouvait pas être justifiée. Il savait exactement sur quel bouton appuyer pour me faire obéir. Ils ont transformé l'amour en une arme, et la famille en un piège. L'avocate de la défense, une femme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, se leva pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Thompson, n'est-il pas vrai que vous avez volontairement donné de l'argent à votre sœur? Personne ne vous a forcé à signer ces chèques. La coercition ne se limite pas à la force physique, ai-je répondu. Quand vous êtes élevé depuis votre naissance à croire que votre valeur se mesure à ce que vous fournissez, quand l'amour est conditionnel à l'obéissance, quand on vous dit que les membres de votre famille souffriront si vous n'aidez pas, oui, vous signez les chèques. Cela ne rend pas la chose volontaire. Cela en fait une question de survie. Mais vous êtes une professionnelle accomplie, a-t-elle insisté. Vous auriez sûrement pu simplement dire non. Avez-vous déjà essayé de dire non à quelqu'un qui vous a programmé depuis l'enfance à toujours dire oui? Qui vous a convaincu que les limites équivalent à de l'égoïsme, que vos besoins ne comptent pas, que famille signifie se sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? J'ai soutenu son regard. Il m'a fallu 28 ans et une agression physique devant des témoins pour enfin trouver ce non. Ce n'est pas volontaire. C'est de la captivité. Quand Emma a témoigné, son récit a révélé des dimensions de la violence que je n'avais jamais connues. Des dossiers médicaux ont montré des hospitalisations pour son trouble alimentaire que nos parents m'avaient caché. Des messages textes ont révélé les menaces constantes, la manipulation, la façon dont ils avaient utilisé sa santé mentale contre elle. Ils m'ont dit que Crystal m'abandonnerait si elle savait la vérité, a témoigné Emma, les larmes coulant, qu'elle n'aidait que parce qu'il l'y obligeait, qu'elle me en voulait en réalité. Ils nous ont isolés l'une de l'autre, nous ont mis en compétition pour des miettes d'approbation, pendant qu'ils se nourrissaient de notre douleur. Les témoignages les plus accablants sont venus de sources inattendues. Notre cousine Jessica, qui avait réussi à s'échapper 3 ans plus tôt, a révélé des schémas similaires. Notre tante Diana, participant par vidéoconférence depuis la Floride, a décrit des décennies d'exploitation financière avant de s'enfuir. Même des amis de la famille ont témoigné des mensonges répandus à mon sujet, de l'assassinat de caractère soigneusement orchestré pour s'assurer que personne ne me croirait si jamais je parlais. Le témoignage de Madame Henderson a été particulièrement puissant. Elle a présenté des emails datant de 15 ans, où mes parents menaçaient sa carrière si elle ne décourageait pas mes projets universitaires. Ils voulaient que Crystal reste à la maison et travaille pour subvenir aux besoins de la famille, a-t-elle dit. Quand j'ai refusé de briser les rêves d'une élève brillante, ils ont essayé de me détruire. J'ai porté la culpabilité pendant 15 ans de ne pas l'avoir protégée. Je ne resterai plus silencieuse. Mais la révélation la plus choquante est venue de grand-mère Elelane. Elle a découvert, en examinant les finances après l'arrestation, que mes parents la volaient depuis plus d'une décennie. Chèques falsifiés, retrait non autorisé, un prêt hypothécaire inversé contracté sur sa maison à son insu. J'étais si concentré sur la protection des filles, a dit Elelane à la barre des témoins, que je n'ai pas réalisé que j'étais aussi une victime. Ils ont volé ma retraite, ma sécurité, ma confiance. Mais pire, ils m'ont rendu complice de la souffrance de mes petites filles en gardant le silence si longtemps. Le 3e jour, tante Catherine est venue de l'Oregon pour témoigner. En la voyant à la barre, posée et professionnelle dans sa robe de juge, j'ai compris ce qu'Emma et moi pourrions devenir. Elle a détaillé les abus d'il y a 40 ans, établissant le schéma générationnel. Martha a appris de nos parents que les membres de la famille étaient des ressources à exploiter, a témoigné Catherine. Je me suis échappé, mais je vois maintenant que cela n'a fait que la pousser à perfectionner ses méthodes avec ses propres filles. Mon silence, né de l'autoprotection, a permis à ce cycle de continuer. Cela s'arrête maintenant. Enfin, le 4e jour, ce fut le moment des déclarations d'impact de la victime.
Je me suis levé, les jambes tremblantes, et me suis approché du pupitre. La salle d'audience est devenue silencieuse. Votre honneur, ai-je commencé. Les gens demandent souvent pourquoi je ne suis pas parti plus tôt, pourquoi j'ai continué à donner de l'argent, pourquoi je les ai protégés même alors qu'ils me faisaient du mal. La réponse est complexe et simple à la fois, ils m'ont élevé à croire que je n'avais pas le droit de partir. J'ai décrit le conditionnement qui a commencé dans l'enfance. La façon dont ils m'avaient loué pour être serviable, tout en punissant tout signe d'indépendance. Comment ils m'avaient convaincu que mon succès appartenait à la famille, que garder de l'argent pour moi, c'était les voler. Ils n'ont pas seulement volé de l'argent, ai-je continué. Ils ont volé mon identité, ma relation avec ma sœur, ma capacité à faire confiance. Ils m'ont fait douter de la réalité, de mes propres expériences, m'ont fait m'excuser d'exister. Les ecchymoses s'estompent. Le compte en banque peut être renfloué. Mais apprendre à croire que je mérite mieux, c'est le travail de toute une vie. J'ai regardé mes parents droit dans les yeux. Vous m'avez traité d'ingrate. D'égoïste. Vous avez raison. Je suis enfin, glorieusement, assez égoïste pour croire que je mérite un amour sans contrepartie. Je ne suis pas reconnaissante pour un abus déguisé en affection. Et j'ai fini de m'excuser de vous avoir survécu. La déclaration d'Emma a été tout aussi puissante, détaillant les abus différents mais parallèles qu'elle avait subis, la négligence médicale, les menaces, la façon dont il l'avait convaincue qu'accepter de l'argent volé était sa seule option pour survivre. Ils nous ont montés l'une contre l'autre, a dit Emma, la voix forte malgré ses larmes. Nous ont fait concourir pour des miettes d'amour, pendant qu'ils se nourrissaient de notre douleur. Mais Cristal et moi, nous nous sommes retrouvés. Nous brisons le cycle dans lequel vous avez essayé de nous piéger. Votre héritage s'arrête avec nous. Quand ce fut au tour de nos parents de parler, leurs déclarations furent des études de déni. Martha a pleuré d'avoir été abandonnée par des enfants ingrats. Robert a fulminé contre le manque de respect et la trahison. Aucun n'a reconnu les preuves. Aucun n'a exprimé de remords. Ils s'étaient convaincus qu'ils étaient les victimes, et aucune preuve ne changerait ce récit. Le verdict du juge a été rapide et accablant. Coupable sur tous les chefs. La sentence viendrait plus tard, mais les peines maximales étaient substantielles. Alors que le marteau tombait, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié que je le portais, se soulevant enfin. Mais Martha n'avait pas fini. Alors que les officiers s'avançaient pour les emmener, elle s'est jetée vers notre table. « Vous avez détruit cette famille » a-t-elle hurlé. « J'espère que vous êtes heureuse. J'espère que vous pourrez vivre avec vous-même. » La sécurité l'a rapidement maîtrisée, mais je me suis levé, soutenant son regard fou une dernière fois. « Nous ne vivons plus avec vous » ai-je dit calmement. « Nous vivons avec nous-mêmes. Et pour la première fois, c'est assez. » Alors qu'on les traînait dehors, hurlant toujours à l'injustice et à l'ingratitude, j'ai senti la main d'Emma se glisser dans la mienne. Nous nous tenions ensemble, survivantes de la même guerre, enfin du même côté. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes attendaient avec des questions. Mais j'en avais assez de parler pour le moment. Nathan a passé son bras autour de moi, et nous nous sommes éloignés des caméras, du drame, du passé qui nous avait tenus captifs si longtemps. Alors, dit Emma alors que nous atteignions nos voitures. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, ai-je dit, me surprenant moi-même avec un sourire, nous apprenons à être libres. La sentence tomberait dans 2 semaines. Il y aurait des audiences de dédommagement, une thérapie continue, le lent travail de reconstruction de la confiance. Mais le plus dur était passé. Nous les avions affrontés. Nous avions dit notre vérité. Nous avions gagné. Alors que Nathan nous ramenait à la maison, j'ai sorti mon téléphone pour trouver des centaines de messages. Du soutien d'inconnus qui avaient vu la couverture du procès. Des remerciements d'autres survivants d'abus qui avaient trouvé du courage dans notre histoire. La confirmation que briser notre silence avait eu un effet d'entraînement, aidant d'autres à trouver leur voie, aussi. Tu sais quoi, ai-je dit à Nathan. Reprogrammons le mariage à la date initiale. Je ne veux pas leur donner le pouvoir de retarder notre bonheur plus longtemps. Il sourit, me serrant la main. J'espérais que tu dirais ça. Le 21 juin, donc. 6 jours après le verdict, entouré d'une famille choisie et libérée des ombres du passé, je remonterai une allée, non par obligation ou culpabilité, mais par amour pur et inconditionnel. Le genre que mes parents ne m'avaient jamais appris.
Le genre que j'avais découvert n'existait qu'après leur avoir échappé. Le genre qu'Emma et moi, lentement, prudemment, apprenions à reconstruire entre nous, une conversation honnête à la fois. 2 semaines plus tard, par une matinée qui ressemblait au premier jour du printemps malgré la mi-juin, nous nous sommes rassemblés pour le prononcer de la sentence. La salle d'audience était comble, non seulement de nos partisans, mais aussi d'autres familles qui avaient suivi notre cas, voyant leurs propres histoires se refléter dans la nôtre. La juge Patricia Williams présidait. Et oui, l'ironie n'a échappé à personne qu'elle partageait un prénom avec ma tante protectrice et le deuxième prénom de Catherine. Elle avait examiné toutes les preuves, tous les témoignages, toute la douleur mise à nu au cours de mois de procédure judiciaire. Avant de prononcer la sentence, commença la juge Williams, je voudrais aborder un point. Cette affaire a suscité une attention médiatique considérable, certains la qualifiant de dispute familiale montée en épingle. Permettez-moi d'être clair, l'abus financier n'est pas une dispute. Le vol systématique n'est pas un malentendu. L'agression physique n'est pas de l'éducation. Elle regarda directement mes parents, qui étaient assis, rigides, dans leur combinaison orange. Monsieur et Madame Thompson, on vous a confié le devoir sacré d'élever des enfants. Au lieu de cela, vous avez élevé des victimes. Vous avez transformé vos filles en ressources à exploiter, leur apprenant que l'amour venait avec des factures. La juge continua. Les preuves montrent un schéma s'étendant sur des décennies. 2 filles traumatisées, une mère âgée dépouillée, des membres de la famille élargie exploités, des amis et des membres de la communauté trompés. Ce n'était pas un mauvais jugement momentané. C'était une entreprise criminelle qui se déroulait au sein d'une structure familiale. Pour le crime d'agression aggravée, prononça la juge Williams, je vous condamne chacun à 3 ans. Pour usurpation d'identité, 5 ans. Pour fraude dépassant $200 000, 7 ans. Pour maltraitance de personnes âgées, 4 ans. Ces peines seront purgées simultanément, pour un total de 7 ans de prison d'État. Martha s'effondra en sanglotant. Le visage de Robert devint violet, mais la main de son avocat le maintint assis. De plus, continua la juge, il vous est ordonné de dédommager intégralement toutes les victimes. Vos biens seront liquidés pour commencer ce processus. Il vous est interdit de contacter vos filles, directement ou indirectement, pour une période de 20 ans suivant votre libération. 20 ans, hurla Martha. Ce sont nos enfants. Non, dit fermement la juge Williams. C'étaient vos victimes. À votre libération, vous suivrez une thérapie obligatoire portant sur l'abus financier, les schémas de comportement narcissique et la formation à l'empathie envers les victimes. Toute violation de ces conditions entraînera un retour immédiat en incarcération. Alors que les huissiers les emmenaient pour la dernière fois, Robert se retourna. Juste un instant, sous la rage, je vis autre chose. La reconnaissance qu'il avait perdue. Pas seulement le procès, mais tout. Le contrôle, le récit, les filles qu'il avait essayé de posséder. Cristal. Appelait-il, la voix brisée. Je suis ton père. Non, ai-je répondu, ma voix portant à travers la salle d'audience. Vous êtes un étranger qui m'a élevé, par hasard. Les pères protègent. Vous avez exploité. Et puis ils sont partis, disparus derrière de lourdes portes, commençant cette année de conséquences pour des décennies d'abus. La salle d'audience éclata en un mélange de larmes et d'applaudissements. Emma et moi nous sommes tenus l'une contre l'autre, pleurant toutes les deux soulagées. C'était fini. Vraiment, enfin fini. Dans le couloir, nous fûmes entourés de sympathisants. Tante Catherine nous serra fort toutes les deux. Vous l'avez fait, murmura-t-elle. Vous avez brisé le cycle. Et Lélanée serait si fière. Grand-mère et Lélanée étaient décédées paisiblement 2 mois après le début du procès, mais pas avant de voir ses abuseurs rendre des comptes. Ses derniers mots pour nous avaient été « Vivez librement maintenant ». C'est tout ce que je veux. Cet après-midi-là, au lieu de nous attarder sur la sentence, nous nous sommes concentrés sur l'avenir. Mon mariage était dans 5 jours, et il restait tant à faire. Emma avait endossé le rôle de demoiselle d'honneur, et en la regardant se coordonner avec l'organisatrice de mariage, j'ai entrevu des bribes de la sœur que j'avais perdue à la manipulation, émergeant enfin. Tu sais, dit-elle alors que nous examinions les arrangements floraux, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, être ta demoiselle d'honneur. Ils m'avaient convaincu que tu ne voudrais jamais de moi à ton mariage. Ils nous ont convaincus de beaucoup de mensonges, lui ai-je rappelé. Mais maintenant, nous écrivons notre propre histoire.
Le jour du mariage fut parfait, tout de ciel bleu et de douces brises. Alors que je me tenais devant le miroir dans l'appartement de mon ami d'enfance, nous avions vendu mon appartement, trop de souvenirs, je m'émerveillais de la femme qui me regardait. Elle me ressemblait, mais différemment. Plus légère. Libre. Emma m'aida avec mon voile, ses mains stables et sûres. Cristal, dit-elle doucement. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Chaque jour, je choisis d'être meilleur que ce qu'ils m'ont appris à être. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais te voir choisir l'amour, choisir la confiance après tout. Ça me rappelle que c'est possible. Nous sommes tout en chantier, les jeux rassurés en lui serrant la main. Mais nous progressons ensemble. La cérémonie fut petite, intime, remplie d'une famille choisie. Madame Henderson lut un poème sur la résilience. Mélissa était ma demoiselle d'honneur, m'ayant accompagné sur le champ de bataille juridique. Oncle James me conduisit à l'hôtel, l'oncle qui avait enfin pris position quand ça comptait le plus. Alors que Nathan et moi échangions nos vœux, je pensais aux promesses qui comptaient vraiment. Non seulement aimer et honorer, mais ne jamais manipuler ni contrôler. Soutenir sans tenir les comptes. Donner librement, sans attendre de remboursement. Aimer sans prix. Je te promets, dis-je à Nathan, ma voix claire et forte, de construire une vie avec toi, basée sur la confiance, non sur les transactions, sur l'amour, non sur l'influence, sur le choix mutuel chaque jour, non parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Ses yeux brillèrent de larmes alors qu'il prononçait ses propres vœux, promettant de toujours respecter mon autonomie, de ne jamais utiliser l'amour comme une arme, de créer une famille où l'affection serait abondante et inconditionnelle. Alors que nous nous embrassions, scellant notre union, des applaudissements éclatèrent de notre petite assemblée. Mais le moment qui m'a le plus touché est venu à la réception, quand Emma s'est levée pour son discours de demoiselle d'honneur. La plupart des gens racontent des histoires sur leur enfance avec la mariée, commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Mais Cristal et moi n'avons pas vraiment grandi ensemble. Nous avons survécu ensemble, souvent sans savoir que l'autre menait la même bataille. Nous avons été séparés par des mensonges, la manipulation et la cupidité, elle me regarda droit dans les yeux, les larmes coulant librement. Mais voici ce que nos parents n'ont jamais compris, on ne peut pas détruire l'amour, seulement l'enterrer. Et les choses enterrées, si on leur en donne la chance, développent des racines. Des racines fortes. Des racines incassables, Emma leva sa coupe de champagne. À Cristal et Nathan, qui construisent quelque chose que notre famille n'a jamais eu, un amour sans condition, un foyer sans manipulation, un avenir sans peur. Et aux secondes chances. Parce que parfois, la famille que vous choisissez est plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né. Il n'y avait pas un œil sec alors que nous trinquions, le champagne doux de promesses. Les mois qui ont suivi furent un tourbillon de guérison et de croissance. Emma et moi avons continué la thérapie, individuellement et ensemble. Elle a utilisé ses compétences en programmation pour créer une application pour les survivants d'abus financiers, les mettant en contact avec des ressources et du soutien. Son histoire de complicité et de rédemption a trouvé un écho chez d'autres personnes forcées de participer à des dynamiques familiales abusives. Je suis retourné au travail avec de nouvelles limites et une nouvelle estime de moi. Mon entreprise, ayant été témoin de la laide vérité à travers le direct de Brandon, n'avait été que soutien. Ils se sont même associés à l'association que Mélissa et moi avons lancée, fournissant du marketing pro bono pour nos campagnes de sensibilisation à l'abus financier. Un an après la sentence, nous avons organisé notre première collecte de fonds. La salle de bal était remplie de survivants, de défenseurs et d'alliés. Emma et moi nous tenions ensemble sur le podium, non plus victimes et complices, mais partenaires dans un même but. L'abus financier prospère dans le silence, ai-je dit au public. Dans la honte qui dit que les affaires de famille doivent rester privées. Dans la culpabilité qui dit que fixer des limites, c'est être égoïste. Mais le silence est ce qui permet au cycle de se poursuivre. Nous sommes ici pour briser ce silence, a ajouté Emma. Pour dire aux familles qui se noient dans la manipulation qu'il y a une issue, que se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire, que le véritable amour ne vient pas avec des conditions. La fondation s'est développée rapidement, aidant des centaines de familles à reconnaître et à échapper à l'abus financier. Nous nous sommes associés à des banques pour signaler les transactions familiales suspectes. Nous avons travaillé avec des thérapeutes pour développer des protocoles de traitement pour les victimes et les agresseurs en voie de guérison. Nous avons fait pression pour des lois plus strictes protégeant les adultes de l'exploitation financière familiale.
3 ans après le début de notre travail, j'ai reçu une lettre transmise par le système pénitentiaire. L'écriture de Martha, tremblante mais reconnaissable. Nathan m'a trouvé en train de fixer l'enveloppe non ouverte. Tu n'es pas obligé de la lire, m'a-t-il rappelé doucement, sa main sur mon ventre de femme enceinte. Nous attendions notre premier enfant, une fille que nous avions déjà décidé de nommer Elelane, en hommage à la grand-mère qui avait enfin trouvé sa voie. Je sais, ai-je dit, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, 3 pages de justification, d'accusation et, finalement, tout à la fin, 4 mots qui auraient pu être du remords, peut-être que nous avions tort. Peut-être. Après tout, peut-être. Je l'ai montré à ma thérapeute, qui m'a aidé à gérer les émotions compliquées. La prise de conscience se fait souvent par étapes, a-t-elle expliqué. Peut-être et peut-être tout ce dont elle est capable pour le moment. La question est, de quoi avez-vous besoin pour votre propre guérison? Ce dont j'avais besoin, c'était exactement ce que j'avais. Une vie remplie d'amour honnête. Une sœur qui a choisi la guérison plutôt que le ressentiment. Un mari qui a compris que mes cicatrices faisaient partie de mon histoire, mais pas de mon identité. Un travail qui aidait les autres à échapper à leur propre cycle. Et bientôt, une fille qui grandirait en sachant que l'amour se donne librement, qu'il ne se gagne pas par la souffrance. J'ai gardé la lettre, mais je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, n'ont pas besoin d'être reconstruits. Certaines personnes, même des parents, il est plus sûr de les aimer de loin, ou pas du tout. 5 ans après ce dîner de Thanksgiving qui a tout changé, Emma et moi étions dans mon jardin, regardant nos enfants jouer. Son fils, 2 ans et intrépide. Ma fille, Elelane, 3 ans et pleine de questions sur tout. Nathan s'occupait du barbecue pendant que le mari d'Emma poussait les enfants sur la balançoire que nous avions installée ensemble. « Penses-tu encore à eux ?» demanda doucement Emma, regardant la petite Elelane négocier les tours de balançoire avec son cousin. « Parfois, ai-je admis, surtout quand Elelane fait quelque chose qui me rappelle maman avant. Avant que ce qui s'est brisé en elle ne devienne toxique. Je me demande s'ils ont vraiment changé. Si la prison et la thérapie ont réparé ce qui n'allait pas, est-ce que ça importerait si c'était le cas? J'ai réfléchi à cela, en regardant le visage de ma fille s'illuminer de pure joie alors qu'elle s'envolait dans les airs. Non, ai-je réalisé. Parce que le changement n'efface pas le mal. Et le pardon ne signifie pas réaccepter dans sa vie des personnes qui se sont révélées dangereuses. Les enfants demanderont un jour, dit Emma, pourquoi ils n'ont pas ses grands-parents. Et nous leur dirons la vérité, ai-je répondu. De manière appropriée à leur âge, honnêtement. Que parfois, les gens qui devraient vous aimer ne savent pas comment le faire en toute sécurité. Que s'éloigner des personnes nuisibles est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Qu'ils sont entourés d'une famille choisie qui les aime comme il se doit. Comme si elle était invoquée par notre conversation, Elelane accourut, jetant ses petits bras autour de mes jambes. « Maman, pousse-moi plus haut. »« Toujours, mon bébé, ai-je promis en la soulevant. »« Aussi haut que tu voudras. » En la regardant crier de joie alors qu'elle volait dans les airs, j'ai pensé au cycle. Ce que nous brisons, ce que nous commençons, ce que nous choisissons. Nos parents nous avaient appris que l'amour était transactionnel, que la famille signifiait la possession, que la culpabilité était une monnaie d'échange. Mais ici, dans ce jardin, entouré de gens qui ont choisi de nous aimer correctement, nous enseignons à nos enfants quelque chose de différent. L'amour se multiplie lorsqu'il est donné librement. La famille se définit par le comportement, non par le sang. Et le plus grand cadeau que l'on puisse faire à la génération suivante, c'est de savoir qu'ils ont de la valeur simplement parce qu'ils existent, non pour ce qu'ils peuvent fournir. Tati Emma, appela Elelane depuis la balançoire. Regarde-moi voler. Je te regarde, ma chérie, répondit Emma, et dans sa voix, j'ai entendu l'écho de chaque choix qu'elle avait fait pour guérir, pour grandir, pour devenir la tante qu'elle aurait aimé avoir. C'était notre héritage. Pas la manipulation, ni la culpabilité, ni l'amour conditionnel, mais ceux-ci, des enfants qui savaient qu'ils pouvaient voler, parce qu'on ne leur avait jamais appris qu'ils étaient destinés à être en cage. Alors que le soleil se couchait sur notre réunion de famille impromptue, peignant le ciel de nuances d'espoir, j'ai senti les dernières chaînes du passé tomber enfin. Nous avions survécu. Nous avions guéri. Nous avions construit quelque chose de magnifique sur les cendres de ceux qui avaient tenté de nous détruire. Et à la fin, c'était la plus grande des revanches. Non seulement survivre à ceux qui nous avaient fait du mal, mais prospérer si complètement que leur mal était devenu rien de plus que du compost pour notre croissance.
Allez, appela Nathan, appareil photo à la main. Photo de famille. Nous nous sommes rassemblés, Emma et son mari, Nathan et moi, les enfants se tortillant entre nous, même Mélissa, qui était passée avec sa nouvelle partenaire. Famille. Vraie famille. Famille choisie. Alors que l'appareil photo capturait nos sourires, je savais que cette photo ne serait jamais utilisée pour culpabiliser ou manipuler. Elle serait simplement ce qu'elle était, un moment de joie, librement partagé avec des gens qui savaient que l'amour ne devrait jamais, au grand jamais, faire mal. Le cycle était brisé. L'avenir nous appartenait. Et nous étions enfin, vraiment libres. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez subi des abus financiers au sein de votre famille, ou si vous luttez contre la culpabilité de fixer des limites avec des proches toxiques, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes-vous déjà senti piégé entre l'obligation familiale et l'autoprotection? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de vous choisir? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être l'espoir que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître des dynamiques familiales malsaines, veuillez envisager de lui donner un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Partagez-la avec quiconque pourrait avoir besoin d'entendre que l'amour ne devrait pas avoir de prix et que se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Merci d'avoir rejoint Crystal et Emma dans leur voyage vers la liberté. N'oubliez pas, vous méritez un amour qui vous élève, pas qui vous pèse. D'ici la prochaine fois, soyez doux avec vous-même et féroce avec vos limites. Restez fort, survivant. Votre histoire compte, et votre guérison est possible.